Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à l'hôpital de l'information sanitaire Afrique Santé. Maladie humiliante touchant l'intimité humaine, les hémorroïdes font l'objet de fréquents tabous. Ceci est dû à la localisation de leurs manifestations situées en région anale. Comment comprendre l'apparition d'une telle pathologie? Peut-on y apporter une solution africaine? Telles sont les inquiétudes qui orienteront l'intervention de nos experts. Pour commencer, le premier expert, monsieur l'incontournable et le fidèle de cette émission, professeur Ayman Niegli-Porte, bienvenue. Merci d'avoir atterri sur le plateau de la santé africaine. Merci beaucoup. Et je dis bonsoir à tout le panel, à vous, également à le monde qui nous regarde, l'Afrique et les autres. Et nous pensons qu'on va faire une bonne émission ce soir. Vous êtes dans vos titres et dans vos fonctions, vous êtes parapsychologue et naturopathe. Tout à fait. Merci de peser de tout ce poids pour l'édification, l'éclairage et la santé africaine. De toute façon, nous sommes là pour ça. Un autre expert, M. Fetti, Monsieur Fetti, j'ai bien prononcé le nom, c'est 10 ans, c'est M. 10. Là, c'est plus facile de retenir, 10 ans d'expertise à l'extérieur et dans ce pays qui abrite cette institution, Afrimédia. Vous êtes naturopathe spécialisé dans la recherche des plantes médicinales, c'est-à-dire des plantes qui traitent et qui soignent. Alors, M. Fetti, merci d'avoir honoré cette invitation et bienvenue sur ce plateau d'Afrique Santé. Oui, bonsoir M. Ulrich, bonsoir au panel, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde. J'ai accepté l'invitation parce que je me suis engagé, n'est-ce pas, à la découverte des plantes pour pouvoir en faire des décoctions et éradiquer les maladies dans les populations pour que les populations puissent avoir une meilleure santé afin de promouvoir le développement économique. Cette promotion du développement économique passe aussi par la santé et cela justifie votre précieuse présence, M. Fetti. Nous allons accueillir le Dr Aaron Claver, qui est ethnopharmacologue et brillant acteur de l'Institut de recherche des plantes médicinales. Bonsoir, Dr Aaron, et merci d'honorer de votre présence toute l'Afrique qui vous regarde. Bonsoir Ruch et bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toute l'Afrique. Je veux dire un bonsoir spécial à la mémoire d'un savant africain et camerounais particulièrement. Son nom c'est Mayor Adalbert. Il a vécu, ça fait très longtemps. C'était un génie de la science. Il soignait les goitres dans la région du Sud Cameroun, dans la petite ville de Lolodof. Pour ceux qui en savent, qui sont du Cameroun, et quelques cas de cancer. Et comment est-ce qu'il faisait son diagnostic? Lorsque un malade venait vers lui, il lui donnait le produit, le malade vomissait, et c'est à travers le vomissement qu'il pouvait savoir quel type de plante vous prescrit et comment votre traitement devait y aller. C'était un savant, c'était vraiment un génie. Donc je lui dis vraiment un salut spécial. Et c'est un témoignage pour que l'Afrique sache qu'il y a eu les génies, il y en avait eu, il y en aura encore, et juste d'ici l'avenir. Donc je salue tous au plateau central et je salue tous les chercheurs africains. Merci, docteur Aaron. Je me souviens, selon mes souvenirs, que la dernière fois, vous avez parlé d'un acteur, d'un chercheur africain qui pouvait opérer de manière chirurgicale simplement à travers les abeilles. Aujourd'hui, c'est faire un diagnostic à travers les vomis. L'Afrique recèle de techniques très rares. Alors, nous allons présenter brièvement l'hémorroïde. Qu'est-ce que c'est? Comment présenter l'hémorroïde? Comment concevoir plus clairement? Nous regardons. Les hémorroïdes sont des éléments normaux qui existent dès la naissance. Donc souvent quand le malade vient consulter, « Ah, j'ai des hémorroïdes », immédiatement je dis « Mais moi aussi j'ai des hémorroïdes ». Tout le monde a des hémorroïdes. On naît avec des hémorroïdes. Ce sont des formations vasculaires qui existent donc dès la naissance. On ne va donc pas parler d'hémorroïdes, on va parler de la maladie hémorroïdaire, c'est-à-dire des hémorroïdes qui sont pathologiques. Elles sont pathologiques parce qu'elles saignent, parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'il y a de la douleur, etc. Donc c'est une transformation en un état normal, en un état anormal, tout simplement. Les hémorroïdes, elles ont plusieurs stades. Il y a un stade de départ où, quand on fait une anoscopie, on ne voit rien de particulier. C'est une muqueuse quasi normale. On sait que les hémorroïdes sont là.
mais on ne les sent pas et on ne les voit pas. Alors le stade qui est le stade un peu plus développé, si vous voulez, c'est quand il se dilate. Quand on fait pousser un peu le malade, on lui dit poussez, faites un petit effort, et vous voyez les hémorroïdes se dilater, une petite dilatation tout simplement. Donc ça c'est pas méchant, donc ça va nécessiter un petit traitement local, médical, et puis c'est tout, ça va se passer tout seul. En revanche, quand les hémorroïdes commencent à sortir, s'extérioriser, c'est ce qu'on appelle la procidence ou le prolapsus de l'hémorroïde, elles vont soit sortir et ne pas se rentrer, ou bien sortir mais rentrer très facilement. Donc ça, c'est les stades, ces différents stades. Et quand on arrive au stade chirurgical, eh ben, c'est quand ces hémorroïdes ne peuvent plus rentrer, ou si elles sortent, elles ont beaucoup de difficultés à rentrer. L'opération, quand elle est correctement faite, elle consiste à enlever toutes les hémorroïdes, c'est-à-dire le principe de la chirurgie étant tout simplement la ligature des pellicules vasculaires pour empêcher le sang artériel d'arriver dans ces formations vasculaires. Une fois qu'on a fait la ligature, on coupe l'hémorroïde et puis les résultats sont la plupart du temps excellents, durables. C'est du sang qui se coagule dans une petite hémorroïde externe et c'est douloureux, ça peut être très douloureux. Là, c'est un motif de consultation le plus fréquent. C'est des petites peaux qu'il y a autour de l'anus qui sont tout simplement des séquelles de thrombose hémorroïdaire. C'est-à-dire que les thromboses hémorroïdaires, l'hématome qui s'est fait, le sang s'est coagulé, petit à petit, il s'est réduit tout seul, spontanément, et il reste l'enveloppe. Et c'est cette enveloppe qui laisse de la peau qu'on appelle des marisques. Et bien souvent, le malade a peur justement que ce soit quelque chose d'anormal, alors que ce sont des formations cutanées tout simplement normales, qui sont tout à fait la plupart du temps négligeables, et qui sont à enlever uniquement si on enlève des hémorroïdes internes. Mais il ne faut surtout pas toucher aux marisques. La plupart du temps, on peut se contenter d'un traitement local anti-inflammatoire, de la glace. Moi, je conseille même de la glace dans un préservatif. Vous voyez, on met ça directement sur la boule et ça soulage énormément. Tout ce qui est froid, glacé, les bains de siège froid. Voilà. Et puis, des petites crèmes anti-inflammatoires et anesthésiques sont souvent aussi suffisantes. Puis, si ce n'est pas vraiment suffisant, on peut faire une petite incision, on fait ce qu'on appelle une thrombectomie, on vide le caillot. Voilà. Mais pas quand il y a des phénomènes inflammatoires, justement. Et je pense que les indications de thrombectomie, de cette extraction du caillot, l'indication est très limitée. Voilà, c'était présenté le compendium, le condensé de ce que c'est que les hémorroïdes, ce que sont que les hémorroïdes. Alors, professeur Emmanuel Lipote, les hémorroïdes, on a tellement coutume d'entendre cette pathologie, cette maladie, mais on ne sait pas réellement ce que c'est, comment comprendre ce que c'est que l'hémorroïde. Après, le chercheur qui est intervenu au cours de cette animation. Oui. La vidéo illustre quelque chose qui laisse à réfléchir un peu, parce que là, il y a les hémorroïdes à part, et puis les varices, les veines qui sont quelque peu touchées, à part, comme pour dire qu'on peut enlever les hémorroïdes au cours d'une chirurgie. Alors moi, je n'ai pas bien compris, parce qu'il y a un problème d'expliquer comment fonctionne la circulation du sang à cette zone du corps. Moi, je pense que là, c'est très important. Parce qu'il faut dire que les hémorroïdes sont dus à quelque chose. C'est dans le retour du sang au cœur. Parce que c'est comme les varices. Quand on a, c'est une maladie pareille comme les varices, mais les varices localisées au niveau de l'anus et du rectum. Alors, lorsque le sang descend, pour remonter, nous avons remarqué que certaines femmes ont des veines qui sont noires, totalement noires au niveau de leurs pieds, les jambes. Alors, même des hommes, des fois, ça a pris de la dimension. Et si une personne a une peau brune, ça fait tout à fait noir. Alors, c'est ça les varices. C'est la même chose au niveau de l'anus. Lorsque le sang y arrive, il ne remonte plus. Alors, parfois, les causes sont d'ordre circulatoire, c'est-à-dire que la circulation du sang n'étant pas fluide, c'est à peu près le même phénomène qu'on trouve dans la circulation du sang au niveau des jambes. Oui, au niveau des jambes, et même lorsqu'on parle du cardiovasculaire. Donc les hémorroïdes ici
seront donc affectés, émectés de manière à ne pas être libérés. Et là, il y aura une difficulté à cette zone. C'est un muscle qui s'ouvre au niveau de l'anus lorsqu'on doit déféquer et qui se referme lorsque le besoin de déféquer ne se présente pas. Alors, à partir d'une constipation, on peut bousculer les hémorroïdes, dont l'anus va se retrouver hors de l'anus, du moins du rectum, c'est-à-dire de l'orifice. Et là, ça peut ne plus rentrer lorsque la constipation devient opiniâtre. Alors là, on est presque déjà dans le registre des causes. Hein. Voilà. On remercie pour cette première intervention le professeur Emmanuel Niagui-Porte. C'est le cas de rappeler ici, à travers le visionnage et votre intervention, que les hémorroïdes font partie de la structure anatomique. C'est normal d'avoir des hémorroïdes, mais maintenant, on parle de maladies hémorroïdaires lorsque ces hémorroïdes commencent à avoir un stade de pathologie, c'est-à-dire que ne remplissant plus les fonctions qu'elles sont à même de remplir, ou alors se situant ailleurs que l'organe pour lequel, la localisation pour laquelle elles y sont. Alors, M. Fetti, vous avez M. Péchy, oui, M. Péchy. Là, dans vos cabinets où j'ai eu la grâce d'y mettre les pieds, sur la liste des maladies que vous traitez, vous parlez des hémorroïdes. Les hémorroïdes, alors comment définirez-vous ces hémorroïdes de manière simple, de manière, je pourrais dire, africaine? Bon, disons que déjà, on peut définir les hémorroïdes comme étant une maladie du gros intestin qui part comme ça de la toxine-infection alimentaire parce que déjà, les aliments ont été faits à telle sorte qu'on peut parler des aliments femelles et des aliments mâles. Les aliments femelles, par exemple, c'est les fruits, les légumes et les crudités qui facilitent la digestion. Et puis les aliments mâles, c'est à peu près des trucs comme les glucides, les protéines. Bon, dans l'alimentation, lorsque vous ne variez pas les aliments, surtout donner priorité aux légumes, fruits, salades et autres, il y aura toujours problème puisque, bon, la digestion va se faire mal. Et puis l'oxygénation, bon, au niveau de la flore gastrique, ne va pas se passer bien. Et il y aura au niveau du gros intestin une infection. Bon, déjà quand on parle de l'infection, on parle déjà d'un microbe qui peut, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui peut entraîner la formation des abcès. Et ces abcès, n'est-ce pas, avec le temps, ça suppure, ça libère le sang, ça libère aussi les glaires. Et c'est pour cela qu'en ce moment-là, le malade qui souffre des hémorroïdes va justement faire l'essai où on peut voir les glaires, et puis, disons, le sang, la constipation qui peut alterner justement avec les diarrhées. Bon, mais comme il s'agit déjà d'une infection en ce moment, si jamais on prélève, parce que quand il y a déjà la présence du sang, des glaires, dans les selles du malade, c'est que ça suppose qu'il y a justement une infection, il y a un agent. Bon, alors si on prélève par exemple les selles du malade qui fait les hémorroïdes, et puis on passe par exemple au microscope, on peut voir justement un microbe qui est à l'actif, c'est-à-dire il va s'agir d'un microbe qui serait en train de digérer, n'est-ce pas, les globules rouges. C'est pour ça que dans cette maladie, l'anémie est vraiment très sévère. Et digérer les globules rouges en combattant, en sécrétant des toxines qui vont également combattre les anticorps. Bon, il faut aussi noter que déjà, lorsque dans le gros intestin, il y a formation de pus, il y a formation des abcès. Vous permettez, M. Péchy, lors des manifestations, ou alors après avoir cité les symptômes, c'est-à-dire les signes avant-coureurs des hémorroïdes, on reviendra sur vous pour nous expliquer avec des détails de plus amples.
Monsieur Docteur Aaron, hein, pourquoi parle-t-on de maladie de la honte? Pourquoi est-ce que vous avez fait partie d'un comité scientifique hein, qui est assez reconnu en Afrique centrale? Pourquoi les gens ont du mal à en parler des hémorroïdes? Aller se faire consulter chez un médecin, c'est parfois très rare. Hein? Oui, Riche, en fait, les gens appellent ça maladie de la honte. En principe, il ne devrait pas être le cas. Parce qu'une maladie, c'est une maladie. Et le véritable problème ici, parce que ça se trouve à un endroit qui est qui n'est pas souvent très visible. Donc, c'est lorsqu'on se retire, peut-être dans les toilettes, qu'on peut peut-être seul, ou alors avec la personne, sa moitié, qu'on peut facilement. C'est des endroits qui ne sont pas très accessibles au grand public. Mais en principe, ça ne devrait pas être le cas. Parce que lorsqu'une maladie devient une maladie de honte, à un moment donné, vous allez vous voir dans une situation où vous ne pouvez plus gérer certains dégâts qui pourront être, si en amont, ça avait été dit un peu plus tôt, et trouver donc un moyen pour essayer donc maintenant de la résoudre. Parce que généralement, le traitement des hémorroïdes, on peut facilement, de manière habituelle, les soins de santé maison. Ça veut dire que les anti-inflammatoires, les petites choses qu'on fait souvent dans les maisons, ça peut facilement partir. Mais maintenant, lorsque ça s'ajoute d'autres problèmes, on va parler des constipations et des autres choses tout à l'heure, mais cependant, ça se complique davantage. Et puis, on cache, en fait. Et puis, à un moment donné, il faudrait que les téléspectateurs comprennent que personne n'a le monopole des connaissances. Lorsque vous êtes devant une maladie, face à une maladie, essayez de partager, même pas si seulement peut-être aller voir un médecin, mais aussi voyez quelqu'un peut-être autour de vous, vous dites-lui que voilà ce que je traverse, et après la personne peut-être, même si elle-même ne maîtrise pas une solution, pourrait peut-être vous orienter à dire allez voir tel pour essayer donc maintenant d'anticiper. Parce que comme je disais la dernière fois sur ce plateau, les Africains, généralement, on n'anticipe pas sur la plupart des cas de maladie. On attend que la situation s'aggrave pour commencer à courir dans tous les sens. Or, dès que le problème est là, si on commence à aller en amont, anticiper, à faire les petites choses à gauche, à droite, à un moment donné, on peut se retrouver que la maladie peut disparaître seule. Mais aussi, il faudrait également qu'on comprenne que le cas d'hémorroïdes arrive surtout parce que nous n'arrivons pas à respecter certaines normes au niveau de notre alimentation. Parce que notre corps, généralement, n'a pas besoin de savoir quel genre de parchemin nous avons eu, surtout les cellules. Nos cellules n'ont pas besoin de savoir les parchemins que nous avons eus, notre niveau social. Tout ce que les cellules ont besoin de savoir, c'est donner leur les nutriments qu'il faut pour essayer donc maintenant de pouvoir permettre une bonne harmonisation, une bonne utilisation de notre organisme. Parce que si vous dites que comme je suis tel, alors il y a telle chose que je ne mange pas. Vous allez voir que les conséquences de ça vont en découler plus tard. Et à un moment donné, vous serez obligé de payer le prix. Bon, une autre question. Hein. Vous avez bien fait de lier l'hémorroïde à la constipation. Alors, parlons de constipation, puisqu'on y est. La fréquence des selles, parfois dans la normale, c'est 3 fois par jour. Il arrive qu'on va aux selles 3 fois par mois et peut-être même pas an. Quand est-ce qu'on parle d'hémorroïdes dans ces cas en liant la fréquence d'élimination? Voilà. Oui, Rich, généralement, lorsqu'on parle de constipation, il y a plusieurs phases au niveau de la constipation. Vous pouvez avoir, par exemple, une constipation primitive ou une constipation fonctionnelle, qui est généralement due, en fait, là, en ce moment, on suppose que vous allez moins de 3 fois à la selle par semaine. Et c'est une constipation qui est beaucoup plus due. Et parmi la liste des constipations, elle est généralement celle qu'on retrouve un peu plus au niveau, par exemple, de la société. Donc cette constipation, comme je dis, fonctionnelle, est due à la perte, n'est-ce pas, de tonus, du mouvement péristatique de l'intestin. Donc ça fait en sorte qu'à un moment donné, et puis avec l'âge, c'est-à-dire que le tonus il y a une perte de tonus, une perte d'énergie au niveau des mouvements péristatiques. Les mouvements péristatiques, c'est quoi? C'est les mouvements qui accompagnent le bol alimentaire jusqu'au niveau où ça doit être au niveau de la défécation. Mais maintenant, lorsque on prend l'âge, lorsque on est très constipé, ça fait en sorte qu'il peut avoir d'autres aspects à partir de ce moment qui vont neutraliser dans cet aspect. Et puis maintenant, on va rentrer dans la deuxième phase de la constipation iatrogène. Il y a la constipation iatrogène qui est probablement provoquée par les médicaments, donc certains anti-inflammatoires qui peuvent provoquer la constipation, donner une constipation iatrogène.
Bon, il y a d'autres produits comme par exemple certains antibiotiques, mais aussi il y a également la constipation qui peut être organique. Une constipation organique, ça veut dire celle qui est causée par exemple un cancer. Et puis il y a également déjà des constipations réflexes. La constipation réflexe, ça peut être une constipation peut-être parce que quelqu'un a peur d'aller à la selle et avoir mal parce qu'elle a des hémorroïdes. Donc ça joue sur le réflexe, ça joue sur son cerveau. Et puis également, il peut avoir un abcès au niveau donc maintenant du trajet digestif pour pouvoir faire en sorte que chaque fois que vous pensez que vous avez un abcès quelque part à ce niveau-là, vous avez peur d'aller. Donc cette constipation-là, elles sont de différents types. Mais maintenant, la chose qu'il faut éviter, c'est que la constipation ne doit pas être sévère. Parce qu'elle est sévère, c'est au moins une fois par semaine, ou alors moins d'une fois par semaine. Et à ce moment-là, ça commence à avoir des effets sérieux. Parce qu'au niveau, par exemple, pour les personnes qui sont âgées, lorsque vous avez une constipation sévère, ou alors je peux appeler chronique, ça peut faire en sorte que lorsque vous avez fini de vous alimenter, au niveau non maintenant parlant de la viande ou alors du poisson, lorsqu'il y a décomposition à l'intérieur, au niveau du tube digestif, il peut avoir maintenant un reflux de mauvais gaz qui peut maintenant passer lorsque le sang va prendre l'oxygène dans les poumons et passant par le cœur, après un moment donné, ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Donc, on peut avoir des constipations passagères, mais il ne faut pas exagérer de telle manière que la constipation devient chronique. En ce moment-là, ça va créer non seulement les hémorroïdes, mais ça va enchaîner beaucoup d'autres problèmes de santé, y compris, ça peut également entraîner un arrêt cardiaque subit. Merci, docteur Aaron. Si nous avons bien compris, aller au sel moins de 3 fois par semaine, alors il faut déjà sonner la sonnette d'alarme. Et moins d'une fois, alors c'est la constipation chronique. Nous sommes dans le chapitre des causes, causes des hémorroïdes. Professeur, dans mes recherches et dans mes consultations sur le terrain, je me suis laissé dire que l'assise prolongée pourrait entraîner des hémorroïdes. Je reviens sur les causes. La constipation, c'est une des causes principales. Et là, ce que venait de dire le docteur Aaron, j'y ajoute quelques éléments, parce que il y a d'abord la flore intestinale. La constipation, c'est par rapport à la quantité des aliments absorbés par jour. Ce n'est pas en faisant les selles une fois par jour ou bien une fois, 3 fois par semaine qu'on n'est pas constipé. On est constipé par rapport à la quantité des aliments. Prenons une personne qui mange 2 à 3 kilos d'aliments par jour et qui ne fait les selles que 100 grammes. Alors, est-ce que l'organisme a besoin des nutriments? Parce que dans l'alimentation, il y a 3 types d'aliments. Il y a l'aliment céleste, qui est l'oxygène, l'aliment neutre, qui est l'eau, et puis l'aliment négatif, qui est les nutriments. Les nutriments, donc, sont la cause de nos maladies. Et là, il faut mettre l'accent sur ça, parce que là, nous parlons de médecine naturelle et traditionnelle, qui prend une dimension extrêmement importante pour le bien-être, pas pour résoudre des petits problèmes. Alors, une personne qui prend donc, il y en a qui prennent 5 kilos de nourriture par jour, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on met 1 kilo de riz au feu, ça va produire entre 6 à 10 kilos. Ça dépend du volume que ça prendra après cuisson. Vous allez trouver dans une famille où cette marmite de riz sera vidée par 3 personnes. Alors, donc, chacune des personnes aura mangé au moins 2 kilos. Entre-temps, on a bu les sauces, on a mangé des yaourts et tout. Et puis, le lendemain, on fait 100 grammes de sel. Est-ce que le corps a besoin de tout ce qui reste en termes de 2-3 kilos, moins 100 grammes en nutriments? J'ai dit non. Donc, il y a plusieurs sortes. Il y a des constipations qui sont liées au tube digestif directement et des constipations qui sont fonctionnelles, comme il expliquait, mais dans le cadre de la circulation de manière globale. Parce qu'il y a certains éléments qui vont partir des aliments et qui vont se retrouver au niveau du sang et qui vont empêcher que le vaisseau sanguin ne puisse plus être fonctionnel dans les conditions normales. Alors, donc, la constipation, dites-vous ceci, chaque jour, on doit faire les selles.
et en grande quantité. Ce n'est pas 2-3 jours. Là, j'ajoute des éléments. Parce que là, il y a le registre médecine naturelle, médecine scientifique, entre guillemets, et puis médecine traditionnelle. Nous sommes sur un plateau où chacun doit apporter de ce qu'il sait pour que ça se complète. Voilà. Maintenant, votre question. Mais dis donc que je vais emboîter le pas avant de poser la question. Dans la constipation, là, le docteur Aron nous a défini tous les types de constipation. Qu'est-ce qui, dans la constipation, peut provoquer un dégât au niveau de l'anus? Bon, le problème, c'est le faisceau sanguin. L'anus, le sang marche partout. C'est un réseau de plus de 12 000 kilomètres. Ce n'est pas 12 millions de kilomètres, 12 000, il y a un certain 12. Les chiffres ne sont pas très intéressants. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est un réseau où le sang circule pour, comme, disons, l'organisme a besoin des nutriments. L'organisme a besoin des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et tout, qui nous provient de 3 types d'éléments alimentaires. La protéine, les lipides et les glucides. Alors, les protéines permettent d'avoir l'élément du moins protéinique. Et les lipides nous permettent d'avoir de l'huile pour les ligaments, pour les parties du corps qui doivent, du moins chaque partie du corps a besoin de ces éléments qui viennent de la digestion et qui viennent de ce que nous mangeons. Alors, maintenant, les protéines doivent être la matière première. À côté, c'est ce qu'on appelle dans la science classique les protéines animales. Alors, mais des protéines végétales, voilà. Lorsqu'il y a constipation, alors lorsqu'il y a constipation, ça veut dire que dans la combinaison des 3 éléments essentiels, protéines, lipides, glucides, il y a eu un problème. Et ce problème a entraîné un dysfonctionnement, d'abord au niveau digestif, par rapport à la digestion, et de 2 à la récupération des déchets qui sont restés longtemps dans le tube digestif et qui sont répartis au niveau du foie. Et le foie les renvoie dans le sang, dans la circulation sanguine. Parce qu'en fait, lorsque la circulation sanguine est bonne, on ne tombe jamais malade, on ne devient pas malade. Lorsqu'elle est mauvaise, elle le devient. Pourquoi? Parce qu'il y a le stockage de tous les nutriments, de tout ce que nous mangeons qui soit nécessaire à l'organisme, de tout ce dont l'organisme a besoin, c'est stocké au niveau du foie. Et c'est le foie qui libère ça de temps en temps vers les parties du corps qui en ont besoin. Par exemple, il faut du sucre pour le cerveau. Le foie, c'est combien de quantité de sucre il faut pour le cerveau. Et là, il n'est pas question du sucre saccharose, c'est-à-dire du sucre qu'on vend dans les boutiques. Il est question de glucides, de glucose, c'est-à-dire qui se transforment en sucre et qui nourrissent le corps, soit la chair pour avoir de l'énergie, soit le cerveau pour le fonctionnement, pour faire fonctionner le cerveau dans les conditions normales. Professeur, est-ce qu'on pourrait dire qu'au niveau de la constipation, on sait que là, les nutriments sont bloqués au niveau du transit intestinal, c'est-à-dire le déplacement des nutriments au niveau de l'intestin, le côlon, le gros intestin. Lorsqu'il faut aller à l'élimination à la selle, cette constipation provoque une forte poussée déficatoire, c'est-à-dire on est obligé de pousser violemment pour pouvoir faciliter la selle là. Il y a d'abord que les selles se dessèchent, deviennent secs, solides, de manière à déchirer la partie anale de notre corps. D'où le sang, par moment, est déposé pendant que les selles descendent. Sortent finalement. Voilà, parce que cette partie est déchirée. Et c'est là où se trouve l'inflammation, en fait. À ce moment donné, si cette situation persiste, là vous aviez soit l'hémorroïde interne, au cas où ça ne lâche pas, le muscle de l'anus ne lâche pas, vous restez dans le cadre de l'hémorroïde interne. Alors si ça lâche, vous vous retrouvez avec un petit dégât, parce que ça peut aller à plus de 5 cm, que vous trouvez que la situation hémorroïdaire devient externe. Alors si par moment, si on veut arranger cette situation, on doit complètement changer de régime alimentaire. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire boire beaucoup d'eau,
Ben, on va en arriver, hein, monsieur le professeur. Monsieur, comment expliquer la thrombose? Qu'est-ce que c'est la thrombose au niveau de l'hémorroïde? Bon, pour commencer, je dirais que moi, je suis quelqu'un de la vieille génération. Je pense que je suis né au village, j'ai grandi au village. Et jusqu'à l'âge de 18-20 ans, je n'avais jamais eu, disons, de constipation ou des hémorroïdes. Bon, ceci pourquoi? Parce que avant les indépendances, bon, on mangeait à la nature. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que les aliments blanchis issus de l'agriculture moderne avec ces engrais chimiques polluant le sol ont dénaturé les aliments. Bon, les aliments que nous consommons issus de l'agriculture moderne, arrivant dans l'organisme, n'arrivent plus à jouer leur rôle. Parce que je vous ai toujours dit qu'il y a une trirelation entre l'homme, la plante et le sol. Bon, la plante puise, n'est-ce pas, les éléments nutritifs dans le sol qui l'aident à grandir et qui empêchent aussi les maladies d'atteindre la plante. Et quand cette plante atteint la maturité, l'homme vient aussi cueillir pour manger. Bon, si c'est un sol naturel, bon, les éléments qui vont maintenant entrer dans le corps sont en harmonie avec le métabolisme. Bon, mais si c'est par exemple les aliments issus de l'agriculture moderne, vous voyez que ce n'est pas les mêmes données. Ceci va entraîner, n'est-ce pas, vraiment des complications au niveau de la digestion et finalement, on sera constipé parce que je me rends compte que depuis les indépendants où on a commencé à nous apporter l'alimentation industrielle, disons, qui regorgent, n'est-ce pas, qui sont d'abord appelés les aliments morts. Régulièrement, je suis constipé. Il y a aussi, n'est-ce pas, certaines maladies qui naissent comme ça, et puis la digestion complique, et puis finalement, les substances, n'est-ce pas, toxiques, rentrent dans le métabolisme, et puis vraiment, ça donne lieu à des constipations, à des hémorroïdes. Monsieur Péché, je parviens, hein, j'essaie, hein, tant bien que mal, de vous comprendre. Avant les années d'indépendance, vous vivez, Dieu merci, vous n'avez pas eu d'hémorroïdes. Il n'y a aucun cas d'hémorroïdes, mais depuis qu'il y a eu la flambée des industries alimentaires, agroalimentaires, vous avez eu combien de cas jusqu'ici? Régulièrement. 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 Je suis obligé de boire de l'eau 2 litres le matin avant de faire les selles. Mais pourquoi vous ne rentrez pas tout simplement au village pour pouvoir retrouver Non, au village, aujourd'hui, l'alimentation industrielle a gagné le village. Bon, et aujourd'hui, c'est pour dire aux gens que vraiment, il faut qu'on essaie d'identifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a un changement total. Bon, un changement total par rapport, n'est-ce pas, à ce que la civilisation nous amène. Je dirais qu'il faut qu'on rentre, n'est-ce pas, à nos sources, et puis essayer de laisser cette histoire des engrais pour fabriquer même les composts, c'est-à-dire composer les fumiers naturels. Vous savez, le fumier aussi, c'est les engrais naturels pour être exempt vraiment de certaines maladies qui surviennent aujourd'hui et on ne comprend même plus rien. Dans un retour aux sources, alors carrément, de manière alimentaire, hein, oui. Entre guillemets. Alors, chers téléspectateurs, pour aussi les symptômes, les signes avant-coureurs, des signes d'alarme pour annoncer les hémorroïdes, il y a des saignements, il y a des démangeaisons, saignements, démangeaisons, irritation, hein, avec la compagnie de nos experts, ce sont les trios des symptômes. Je m'en vais poser une question à Dr Aron. Dr Aron, est-ce que la constipation chez la femme grosse ou la femme en état de grossesse peut avoir un danger sur le bébé ou sur elle-même? Oui, Rich, généralement ou habituellement, la constipation chez la femme grosse, elle est passagère en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après qu'elle ait déjà accouché, généralement la constipation s'arrête parce que c'est une situation de complication par rapport à son état.
en ce moment-là. Donc, ça n'a généralement pas d'effet ni sur elles à long terme, sauf s'il y a d'autres indicateurs ou d'autres facteurs qui vont être inclus, mais ni sur le bébé, ni sur la femme grosse. Parce qu'en fait, on a constaté que selon plusieurs études, que la constipation, ça veut dire que les hémorroïdes, lorsque la femme est grosse, arrivent toujours à être complètement parties lorsque la femme a accouché. Donc, selon les études jusqu'ici réalisées, généralement, c'est difficile que une femme qui avait les hémorroïdes pendant qu'elle était grosse, que les mêmes hémorroïdes continuent après qu'elle ait déjà accouché. Donc, je pense que les femmes, en principe, doivent seulement prendre certaines dispositions pour ne pas empirer le cas pendant qu'elles sont grosses, pour que les hémorroïdes ne traversent pas. Parce qu'on a parlé de 4 degrés, il faut que ça reste au niveau où ça peut être passager et après qu'elle est accouchée, ça peut carrément partir seule. Merci, docteur Aron. Là, c'est une précision qui a tout son sens. Là. Docteur, professeur Emmanuel Lipote, je voudrais aussi savoir, parce que là, je reviens à la question qui vous avait été précédemment posée. L'assise prolongée, quand on parle d'assise prolongée, j'ai découvert, j'ai été quand même scandalisé que l'assise prolongée pouvait affecter le fonctionnement de nos hémorroïdes, à la fois internes et externes. C'est-à-dire, il y a des benskinners, en Afrique, on connaît, des mototaxis qui font toute la journée, sans service de car, assis sur le siège, qui transportent. On a des chauffeurs grumiers. On a aussi des professions qui exigent d'être assis, des réalisateurs qui font des 10 heures des émissions et tout, et peut-être même les journalistes. Je crois ne pas en souffrir des hémorroïdes. Comment expliquer que cette assise longue puisse avoir un impact au niveau de la région anale? Ça s'explique facilement. Les caissiers, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de grimier, tous ceux qui font des métiers qui les obligent de rester assis pendant longtemps, ont moins envie de faire caca. Voilà. Au moins envie d'aller au sel. Hein? Oui. Et d'aucuns d'entre ces personnes ont même envie de faire les selles, mais comme l'expliquait le docteur Aron tout à l'heure, ça devient un rejet un peu psychologique, c'est-à-dire on peut dire, bon, mais je ne peux pas arrêter le travail là tout de suite pour aller déféquer un peu, me dégager. De même, les caissières qui sont dans les supermarchés, vous avez 8 heures de travail. Si vous avez la chance que ça ne soit que 8 heures, vous avez 8 heures sans faire les selles. Sinon, si vous avez l'habitude de faire les selles tout le temps, on peut vous remplacer en disant que vous n'êtes pas une bonne caissière. Alors, donc, il y a tous les facteurs, disons, comme dirait l'autre, du progrès technique qui nous rendent malades. Comme le disait le docteur Paché, tout à l'heure, Péchy, tout à l'heure, excusez de la prononciation, les hémorroïdes sont des maladies dites de civilisation. Parce que vous n'aurez pas facilement les hémorroïdes chez les chiens sauvages, ni chez les chats sauvages. Mais ils ne s'asseyent pas de la même manière que nous. Mais non, mais c'est pour dire donc que même s'asseoir, par exemple, le métier que vous faites, c'est un métier de la civilisation. Être journaliste ou bien travailler dans une caisse, dans une société. Vous permettez, professeur Lipote, on va prendre le premier appelant, en espérant qu'on revienne sur vous et que nous clarifiez que les chiens vont pas aller travailler dans les supermarchés parce qu'ils ne s'asseyent pas de la même manière que moi. Bonsoir, un appel du Canada, bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, bonsoir au panel, bonsoir au monde entier qui écoute Afrimédia pour l'instant. Je suis expert en production animale, donc je voudrais juste attirer l'attention parce que je viens d'entendre parler sur le plateau que les aliments agro-industriels peuvent causer la constipation. Mais non, je ne crois pas à ça, c'est faux. Mais nous qui vivons ici en Occident depuis plus de 40 ans, pourquoi on n'a pas la constipation alors que nous consommons tous les jours ces produits agro-industriels? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi nous n'avons pas la diarrhée? Pourquoi nous n'avons pas la constipation? L'Afrique ne peut pas s'échapper à la mondialisation. L'Afrique ne peut pas être épargnée parce que la population africaine s'accroît. L'agro-industrie doit s'installer en Afrique. Sinon, on va nourrir des 1 milliard d'Africains avec quoi? Donc, moi, je ne crois pas que l'agroalimentaire industriel cause la constipation. Je vous remercie.
Merci aussi à vous, hein, un appel qui vient du Canada, de cet éclairage combien important là. Monsieur Péchi, peut-être je vais vous laisser rebondir. Hein, l'agro-industriel, avec 1 milliard d'Africains, mais comment peut-on rentrer aux sources et pouvoir alimenter autant de personnes? Peut-être on vous laissera le temps de méditer sur la réponse. Hein, comment s'en sortir de manière bio et pouvoir nourrir à grande échelle. Hein. Bon, moi je dirais que bien sûr, le mal de la civilisation a son côté positif et puis son côté négatif. Moi, j'ai bien dit que j'ai grandi au village, je consommais les aliments en bio. Bon, j'ai fait 18-20 ans sans jamais avoir de constipation. Je faisais les selles tout le matin et des selles moulées. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je dis bien les aliments blanchis, c'est-à-dire les aliments morts, qui n'ont plus justement dans les données, les aliments, n'est-ce pas, qui ont été dénaturés, blanchis par les engrais naturels, n'apportent plus rien dans l'organisme. Et à ce titre, le métabolisme est faussé. Ce qui fait que la digestion devient difficile et puis il n'y a pas de l'harmonie. Vous savez, quand nous voyons par exemple la composition d'un aliment, bon, la composition d'un aliment est à tel point que, bon, les protéines par exemple, n'est-ce pas, contribuent dans le cadre de la croissance. Les lipides apportent par exemple les vitamines et puis de l'énergie. Et puis quel est le mal que les aliments blanchis? Quel est le défaut? Quelles défenses ils ont? C'est que au niveau du métabolisme, il y a des manquements. Des nutriments qui oui, doivent être là. Il y a des manquements tels que les vitamines, les sels minéraux. Quand ça manque, vous savez, c'est les vitamines, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, au magnésium d'entrer dans les cellules. Et le magnésium, maintenant, c'est ça qui est vraiment l'élément fondamental dans un bon métabolisme. Bon, et s'il y a absence, vous voyez, le métabolisme n'est plus le même. La digestion ne peut pas tourner normalement comme il fallait. C'est comme, par exemple, dans une machine. Hein? Bon, s'il y a, au niveau d'une chaîne, s'il y a, par exemple, un engrenage qui manque, bon, ça va faillir ce mécanisme-là. On s'interroge, pourquoi est-ce que l'Europe n'est pas totalement constipée? On s'interroge alors. Le professeur Lipote. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait dans un domaine hein, qu'il va faire la publicité de ce domaine. Il n'est pas prouvé que les constipations n'existent pas en Europe, ni dans le monde occidental. Non, ce n'est pas prouvé ce qu'il raconte, parce que nous avons fait ce milieu. Donc il ne faut pas que les choses se racontent n'importe comment. Le mot constipation ne concernait pas les Africains. À l'amont, je dis tout à l'heure que, comme il disait, lorsque vous ne mangez pas équilibré, équilibré ne veut pas dire manger un peu de chaque chose. Non, équilibré veut dire manger ce que l'organisme peut trouver, ce dont il a besoin. C'est ça, manger équilibré, parce qu'on confond. Il y a des pays, la Philippine mange du riz du 1er au 31, non pas de berry-berry. Hein? Alors, mais si vous mangez du macabo du 1er au 31, on va vous dire que vous mangez mal. Hein, parce que vous êtes en Afrique. Le problème ne se pose pas au niveau de dire qu'il faut industrialiser l'Afrique ou pas. Nous parlons santé. Le titre de l'émission, c'est Afrique Santé. Ce n'est pas Afrique Médecine. Parce qu'il y a le bien-être hein, qui se définit comme l'absence de toute maladie, de tout ce qui peut avoir comme déséquilibre. Alors que la médecine, c'est juste les mécanismes pour pouvoir s'attaquer aux symptômes. Nous ne parlons pas si c'est Afrique Médecine, moi je ne serais même pas venu à cette antenne. Alors donc comme c'est l'Afrique Santé, il faut qu'on souffre de suivre certaines choses. Parce qu'il ne faut pas que la donne médicale prime sur la santé, parce que c'est deux définitions différentes. Alors ce qu'il explique là est clair et net. Ce que nous consommons doit être de nature à être accepté par l'organisme. Pourquoi? Parce que l'huile et l'eau ne marchent pas de pair. Hein? Si vous ne pouvez pas mélanger dans un même verre
de l'huile, vous y mettez de l'eau et que vous voulez que les deux composants deviennent un seul. C'est impossible. Donc l'organisme a ses réalités. De manière terre à terre, l'alimentation doit obéir à ces réalités. Ces réalités, c'est quoi? C'est des réalités biologiques et biochimiques. Les réalités biologiques et par exemple, la viande. Professeur Emma-Lipod, oui. On prend un autre. Hein, Oui, permettez que nous prenions un appel qui nous vient d'Angleterre. C'est Madame Élise. Madame Élise, bonsoir et bienvenue sur Afrique Santé. Ok, merci bien, monsieur. Oui, j'étais en train d'écouter le programme et je viens d'entendre quelqu'un qui a appelé du Canada. Je crois qu'il est dans l'agroalimentaire et il disait que ici, bon, en Occident, je sais pas, au Canada, ils sont pas constipés. Mais j'appelle juste pour intervenir dans ce cas-là. Étant en Angleterre ici, je sais que la constipation, c'est un problème qui touche quasiment tout le monde. Alors qu'on n'appelle pas pour dire que, ouais, la chose, comment on appelle ça, en Occident, il n'y a pas de cas de constipation. Je pense que c'est la maladie, vraiment, je dis, si je peux m'exprimer ainsi, la constipation, c'est la maladie de l'Europe moderne. Les gens sont constipés ici. Ce que l'un des docteurs venait de dire sur le plateau est très vrai. C'est une question d'alimentation qui, à base de produits chimiques qui provoquent un déséquilibre complet de choses, comme on appelle ça, du métabolisme qui provoque la constipation. Les gens sont sur médicaments ici. On nous conseille des médicaments plutôt bio afin de restaurer l'organisme, etc., etc. Donc la constipation, c'est vraiment la maladie du temps moderne ici en Occident. Personne ne peut nier ça. C'est ce que je voulais dire. Réponse du berger à la bergère. Hein. L'Europe est-elle constipée? Vous avez la réponse d'une Européenne. Hein. L'Angleterre fait partie encore de l'Europe jusqu'ici. J'étais en train d'emblayer parce qu'il ne faut pas que ceux qui appellent des pays du Nord continuent à croire, comme certains d'entre nous qui sommes dans les villes, nous croyons que ceux qui sont dans les villages, ils sont des imboucs. Ça dit ça veut rien. Non, ça ne veut rien dire. Soyons humbles, aidons l'Afrique à sortir d'une situation. Si nous voulons industrialiser l'Afrique, par exemple, vous êtes en Europe, vous voulez venir avec votre agro-industrie ici, dans le domaine alimentaire, vous allez cibler un certain nombre de choses. C'est pour se faire de l'argent. Par exemple, il y a des boissons qu'on boit aujourd'hui qui ont augmenté le taux de dialyse, c'est-à-dire le taux de difficulté des reins d'éliminer les déchets. Alors, on est obligé de dialyser les gens et on accuse plutôt la médecine traditionnelle. Mais ces boissons, ce n'est pas l'eau. Mais ce n'est pas des boissons sérieuses. D'abord, ces boissons, je ne cite pas leur nom parce que je ne suis pas en train de faire une contre-publicité, mais c'est des boissons. Les Africains, hein, oui, mais c'est des boissons qu'on écrit dessus orange, ananas et ceci. On n'a jamais vu ces gens-là avoir des plantations d'orange ou d'ananas et tout pour pouvoir faire travailler des Africains dans ces plantations et en extraire des oranges, en faire des boissons. Encore que c'est des fruits. Hein. C'est des sucreries. Ce n'est pas des fruits? Ce n'est pas des fruits. Mais on dit, dans les manifestations, les gens disent, faites-moi les jus là. C'est les jus de quoi? Après, quand il y a des problèmes de dialyse, on accuse la médecine traditionnelle avec les médecins qui sont complices de ces industries agroalimentaires. Donc nous sommes dans une émission sérieuse. Ceux qui veulent téléphoner pour nous accompagner, qui nous apportent des éléments qui nous permettent de réfléchir davantage, mais pas des éléments, pas des contre-éléments, comme pour dire, moi je suis au Canada, moi je suis en Allemagne et tout, vous êtes, c'est pas moi, à quel coin d'Afrique, vous ne savez rien, taisez-vous. Non, c'est pas ça. Nous sommes en train de dire les hémorroïdes n'existaient pas avant, comme le diabète n'existait pas avant, comme l'hypertension, les AVC, les maladies dont on a parlé ici, même les hépatites existaient avant, mais pas dans la formule. C'était l'urtère, donc la jaunisse. Alors, tout a pris des dimensions parce que la vie de l'être humain a eu à subir le progrès technique. Donc, les nouvelles technologies alimentaires et tout
qui permet de nourrir des populations avec des proportions de nourriture tant utiles ou pas, est entré en jeu. Prenons par exemple la viande. La viande, c'est un motif qu'on doit mettre quelque part pour permettre à ce que quelqu'un ait l'appétit. Mais en termes de protéines, c'est des protéines mortes. Du cadavre, on ne peut pas obtenir la vie. Hein? Nous ne pouvons pas parler santé, donc vie. Parce que quand on dit santé, là, le biologiste peut nous aider en disant que moi, j'en sais quelque chose sur la cellule. La vie de la cellule. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle de la santé. Alors, maintenant, une cellule qui est nourrie par un élément mort, une viande morte, ou bien des céréales qui sont complètement déminéralisées, ne peut pas vivre. C'est la vie qui donne la naissance à la vie. La mort ne peut pas, on ne peut pas planter les graines d'arachide grillées. C'est-à-dire qu'on a grillé l'arachide, on plante ça, ça pousse. Peut-être, professeur Emmanuel, on aura le temps de revenir sur ce qu'il ne faut pas manger ou ce qu'il faut manger en concernant la maladie hémorroïdaire. Voilà. Un aspect, hein, on va faire brièvement, hein, vous avez, ça me revient là, le chien, il est carrément assis dans sa cage du matin jusqu'au soir, il n'a jamais l'hémorroïde pourtant. Non, le chien domestique. Le chien domestique, pardon, le chien. N'est pas un chien, outre que l'homme, parce qu'on le perfuse. Le chien domestique? Oui, mais il se retrouve chez les vétérinaires. Mais un chien libre dans la vie naturelle, hein, qui vit naturellement, vit de sa vie, donc 12 ans, 9 ans, 12 ans. Hein, est-ce que les animaux... L'équivalent de 100 ans chez l'homme. Hein. Est-ce que un chien enfermé alors peut avoir les hémorroïdes? Ah mais oui, un chien enfermé a les hémorroïdes. Les chiens ont les maladies sexuellement transmissibles lorsqu'on leur fait manger de la viande préparée. Et qu'elle sortait de la race de chiens qui ne mangeaient que cru. Vous dites que les chiens, on peut avoir une maladie sexuellement transmissible? C'est-à-dire les blénorragies. Hein? Les chiens ont parfois des blénorragies. Mais faut-il conseiller les préservatifs pour les chiens aussi? Mais peut-être. Ça fait rire, mais écoutez, c'est-à-dire une race de chiens qui n'a jamais mangé cuit. Donc des viandes, on les jette des viandes crues. Il en mange cru. Si on commence à les préparer, à mettre au feu pour pouvoir les nourrir, surtout les chiots, les 3 premiers mois, il y aura purification, c'est-à-dire au niveau du pénis, hein, du petit chiot, vous allez voir le pus. Hein? Et quand on va faire le prélèvement de ce pus, on verra que c'est les streptocoques, les staphylocoques. Donc il y a un problème de la nature de l'homme, tel que Dieu l'a créé. Parce que la nature de l'homme n'est pas telle que parce qu'on est trop religieux, non. Mais à observer tout autour de nous comment fonctionnent les choses, on comprend bien que nous ne sommes pas sur le droit chemin. Nous entrons là dans la phase de traitement. Hein. Peut-être dans la phase de traitement, vous nous direz comment soigner mon chien, voilà, que j'enferme permanemment à la maison. Tant est-il qu'il ait subi l'hémorroïde, hein, je ne le savais pas. Docteur Aron, le thé, le café, l'alcool sont interdits aux malades atteints, aux malades hémorroïdaires. Pourquoi et quels sont les traitements que vous pouvez proposer à cette population-là? En principe, les excitants ne sont pas généralement bien accueillis par l'organisme. Et en amont, avant de répondre à votre question, Yurich, je voudrais dire quelque chose par rapport à l'appelant qui a appelé du Canada tout à l'heure. En fait, je voudrais que, personnellement, je pense que les Africains doivent essayer de pouvoir contextualiser la science. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, le monde est un village planétaire. Mais vous savez, chaque région dans le monde a ses réalités. Les réalités qu'on peut avoir, par exemple au Cameroun, sont un peu plus différentes que celles qu'on trouve même dans un autre pays voisin du Cameroun, par exemple, bien que ce soit en Afrique. Donc, il faut pouvoir contextualiser certaines réalités, c'est-à-dire au niveau de la science. C'est ça qui a toujours fait l'objet que lorsque nos universitaires, lorsque nos scientifiques vont gober ce qui gobe de l'autre côté, quand ils viennent, ils voudraient essayer de revoir les choses de la même façon que les autres, alors que nous sommes dans un autre milieu et qui est totalement différent de là où nous avons étudié. Donc, pour revenir à votre question,
je pense qu'il faut beaucoup plus prendre le problème en amont. Et il y a donc maintenant les plantes qui sont vraiment capables de pouvoir donner la solution pour ceux qui pourront ou alors pour ceux qui commencent déjà à avoir des problèmes de constipation. Je voudrais prendre par exemple les plantes qui tonifient la circulation veineuse parce que ces plantes ont un certain effet pour essayer donc maintenant de stopper la dilatation des veines qui sont autour, c'est-à-dire la partie inférieure du rectum et au niveau de l'anus. Et puis il y a également les plantes qui sont pour essayer de donner un peu plus de support au niveau des capillaires. Donc pour essayer d'éviter l'inflammation qui peut commencer et pour les cas de crise hémorroïde aiguë. Donc non seulement ça, il y a également les plantes laxatives ou les plantes à effet laxatif qui sont doux. Contrairement aux laxatifs qu'on peut souvent avoir au niveau des hôpitaux, les laxatifs chimiques de synthèse, en principe, irritent les intestins et à un moment donné causent ce qu'on appelle les colites résiduelles. Malheureusement, enfin heureusement pour nous que les plantes laxatives ne causent justement pas de colites résiduelles. Donc je voudrais ici essayer de voir au moins les 3 mécanismes. Comment est-ce que ces plantes laxatives peuvent avoir un effet direct sur le problème de constipation qui est l'une des premières causes des problèmes des hémorroïdes à travers 3 mécanismes, si vous me permettez. Le premier mécanisme, c'est l'augmentation de la quantité d'eau contenue dans les selles. Il y a ce qu'on appelle les plantes hydrophiles. Et ces plantes hydrophiles, dont le principe actif le plus reconnu, c'est le mucilage. C'est ça qui fait gonfler donc maintenant le volume des selles. Ça fait que les selles deviennent molles. Et facilement, on peut donc maintenant commencer à pouvoir aller déféquer au plus normalement. Il y a également une autre catégorie, c'est-à-dire que la stimulation de l'activité péristatique, c'est-à-dire les mouvements du bol alimentaire au niveau du côlon. Il faut maintenant qu'ils prennent les plantes. Et quelles sont les chances de plantes? C'est des plantes généralement qui sont beaucoup plus riches en glucosides anthraquinoniques. Ces glucosides anthraquinoniques, c'est ce genre de plantes dont le principe actif pour maintenant mobiliser, essayer de maintenant donner le tonus au côlon de pouvoir accompagner le bol alimentaire jusqu'au niveau de l'extraction des selles. Et puis, pour en finir, il y a également un autre aspect qui est donc maintenant provoquer une évacuation de la bile. Ça veut dire que les propriétés cholagogues au niveau de ces plantes, parce qu'on sait que l'excès de bile également permet d'avoir un peu un effet laxatif. Donc, il y a donc toutes ces plantes qu'il faut de temps en temps prendre sous forme de tisane qui peuvent donc maintenant essayer de ramener la situation en amont. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre que la situation soit là pour commencer à courir, comme je disais tantôt, dans tous les sens. Donc, toutes ces plantes-là sont très bien pour essayer, même ceux qui sont déjà malades, parce qu'elles vont éviter la dilatation permanente ou alors continue des cas des hémorroïdes ou les varices au niveau de l'anus et du rectum. On verra quelles sont ces plantes, c'est bien de les citer, quelles sont ces plantes, quel nom leur attribuer. Je vais retourner la question après cet intervenant qui nous appelle de l'Angleterre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, bonsoir. Nous vous écoutons. Ah, d'accord. Ça fait quelques semaines que j'ai vu la chaîne panafricaine. J'apprécie toutes les émissions et je vous en remercie. Je reviens pour dire que la constipation est la deuxième maladie qui actuellement bat l'Europe parce qu'à part l'obésité, c'est la constipation. Et je crois que dans chaque maison, il y a la constipation. Moi, je suis togolais. Je me débrouille quand je rentre au pays pour amener des herbes un peu. C'est avec ça que nous nous débrouillons pour nous soulager de la constipation. Donc, ce sont de faire croire aux gens que toujours l'Afrique, il y a des problèmes, il y a des maux, ça ne vient que de l'Afrique. Non, la constipation est ici. Dans chaque maison, il y a la constipation. La fois dernière, on était à l'hôpital et la dame nous disait qu'effectivement, la constipation est en train de les déranger et qu'ils s'évertuent de chercher les voies et moyens pour éradiquer cela. Donc, c'est un mal qui actuellement sévit en Europe. Et même, je crois, aux États-Unis, au nord de l'Amérique, un peu partout. Donc, je crois le mieux est que nous nous taisons pour suivre l'émission, suivre les remèdes que nos docteurs qui sont là auront à donner afin que l'on puisse mettre cela en œuvre pour au moins, nous qui sommes africains et qui ne sont pas dans notre continent, on puisse les utiliser pour éradiquer ce mal. Je vous en remercie.
Merci de cet appel. Vraisemblablement, l'Angleterre connaît vraiment les cas de constipation. Docteur Aaron, quelles sont ces plantes-là? Comment les citer? Comment les identifier autour de nous pour lutter contre la constipation et indirectement ou directement contre l'hémorroïde? Oui, Ulrich, les plantes, elles sont nombreuses. Comme je disais, les plantes généralement qui sont laxatives et qui ont un effet laxatif. Comme je disais, en fait, ces plantes, on peut les trouver un peu partout. Il suffit, comme je disais la dernière fois, par rapport à la tisane de Dieu, que ces plantes, la plupart sont là-dedans. Il y a les plantes au niveau, comme je peux citer les feuilles d'avocatier, qui ont un certain effet au niveau du conduit des déchets, au niveau pour essayer de mettre un peu plus d'eau. Et comme le mucilage, comme je disais tantôt, qui est l'un des principes actifs des plantes hydrophiles. Donc, il y a beaucoup de plantes en fait et que je ne peux pas être en train de citer ici, mais il y a vraiment beaucoup de plantes que lorsqu'on prend au quotidien, et on a donc un soulagement. Parce que, comme je dis, il faut revenir dans le sens que nous mangeons très mal en fait. C'est pas parce que nous n'avons pas, mais parce que nous avons, comme je disais tantôt, que le corps ne connaît pas de quelle partie du Cameroun ou alors de l'Afrique vous appartenez, ou alors quel est votre bagage intellectuel. Le corps connaît ce que vous lui donnez, et si c'est bien, alors là, il utilise ça pour essayer de vous donner une bonne santé. Donc, en fait, Dieu a créé toutes les plantes qui sont autour de nous pour pouvoir nous donner un bon équilibre et une bonne santé. Malheureusement, nous laissons ces choses et nous allons nous accrocher sur ce qu'on nous vante que tel aliment est complet, alors que nous avons tout autour de nous. Donc, nous devons rentrer pour essayer de commencer à prendre certaines tisanes autour de nous. Bon, il est difficile de pouvoir mentionner toutes les vertus de cette tisane, mais cependant, de manière globale, de manière générale, il faut prendre les tisanes, les choses qu'on a l'habitude de consommer, les légumes qu'on consomme sous forme de tisane. Parce que lorsque vous le faites, il peut justement avoir beaucoup de bénéfices dans votre organisme. Je peux citer par exemple, il n'y a pas les mangues toute l'année, mais les feuilles de manguier sont là toute l'année. Il n'y a pas les prunes toute l'année, mais les feuilles de prunier sont là toute l'année. Il n'y a pas de corosol toute l'année, mais les feuilles de corosolier sont là toute l'année. Donc ça veut dire que cette tisane, à force d'apprendre, même si ce n'est pas dans les potentialités équilibrées par rapport aux fruits, donc ça apporte beaucoup de choses dans l'organisme, les minéraux que le corps en a besoin pour essayer d'équilibrer notre organisme pour avoir un bon résultat. Et surtout quand on prend de l'âge, ça fait qu'un certain tonus au niveau soit de la circulation ou au niveau du métabolisme, on perd beaucoup de choses. Donc on a intérêt à rentrer dans le bio, à rentrer dans les plantes pour essayer de prendre la compensation pour essayer de venir d'équilibrer notre organisme. Donc il faut qu'on rentre dans les plantes parce que c'est là qu'on trouve les solutions complémentaires par rapport aux produits chimiques et toxiques qui sont dans la plupart des nourritures que nous consommons au quotidien. Merci, docteur Aaron. Je retiens qu'il faut consommer ces plantes sous forme de tisane. C'est le mode de cuisson qui est privilégié pour pouvoir alléger cette maladie. Nous prenons un appel qui vient de la Suisse, Ismaël Tchanga. Si j'ai bien prononcé le nom, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir permis sur le plateau. Déjà, je remercie pour des entretiens, pour l'Afrique. Et aussi, je veux passer un petit détour au monsieur qui a appelé du Canada. Il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est un petit branleur, peut-être c'est un, je sais pas, il travaille pour des sociétés. Puis voilà. En fait, je voulais poser 3 petites questions. Déjà, la première question, c'est de savoir si les thés chinois et tout ce qu'on prend comme thé importé, est-ce que c'est bien pour notre santé? Déjà, Et après, je voulais poser une autre question, un peu, comme on a dit, c'est une maladie de la honte. La plupart des gens, ils ont souvent honte parce qu'on se dit que quand on parle d'hémorroïdes, on va parler que c'est la maladie des homosexuels. Bon, est-ce que l'homosexualité, ça donne aussi des hémorroïdes? C'est une question. Et de 3, c'est une doléance que je voulais demander que si vous pouvez nous afficher le numéro de téléphone des éminents médecins, de docteurs qui sont sur le plateau. Et enfin, je voulais passer un salut particulier à docteur Marazak. Et c'est tout. Merci Afrique Média et bonne continuité.
Merci, hein, merci aussi hein, pour l'attention que vous portez à cette émission. Monsieur Péchy, hein, nous allons peut-être clôturer avec vous. Hein, le temps pour nous de tomber dans les traitements parce qu'il faut mettre l'accent sur les traitements. Est-ce que le thé chinois peut pouvoir avoir des dégâts sur un malade atteint d'hémorroïdes et quel traitement, combien de mois pouvez-vous attribuer à un malade atteint d'hémorroïdes de manière à ce qu'il s'en sorte de manière saine? Vous savez que au niveau des phénomènes de la nature, il y a des régions qui sont influencées, soit par le froid, il y a d'autres qui sont influencées par la chaleur. Je voudrais dire que la Chine est un pays marécageux. Bon, ce qui fait que les plantes qui se poussent là-bas ont un taux de principe actif moins par rapport aux plantes qui poussent dans l'Afrique tropicale. Bon, alors, nous allons voir qu'il y a, quelle que soit la maladie, bon, il y a quelque part une plante qui doit traiter cette maladie. Mais nous allons retenir une seule chose. Le problème des hémorroïdes, c'est surtout l'alimentation. Bon, alors, nous devons essayer, n'est-ce pas, de rentrer dans la nature. C'est-à-dire, essayer de prendre, par exemple, les éléments qui vont convenir avec le métabolisme pour éviter, n'est-ce pas, le dysfonctionnement au niveau de l'organisme. Bon, alors, s'agissant des thés, bon, nous avons, dernièrement, je disais que tous les arbres fruitiers comestibles constituent des thés. On peut les sécher, reconditionner et boire à chaque moment. Ceci va nettoyer le sang pour permettre une circulation qui va permettre un bon métabolisme et puis on sera moins malade, on sera toujours en santé. Parce que lorsque... Monsieur Péchy, le traitement peut durer combien? Est-ce que vous avez guéri des cas d'hémorroïdes? Oui, le cas d'hémorroïdes, j'en fais des décoctions par rapport à les plantes qui sont destinées à traiter l'hémorroïde. C'est 1 mois de traitement. C'est justement une décoction qu'on peut donner aux malades. Et pour les hémorroïdes chroniques, c'est combien? 1 mois pour les hémorroïdes? 1 mois, pour tout type d'hémorroïdes, n'importe quel stade? Oui, oui. Ok. Ouais. Merci. Pour permettre tout ce plateau, il y a un appel qui vient du Maroc, ça trépigne d'impatience. Hein, il faut lui donner peut-être la possibilité de s'exprimer avant de clôturer cette émission. Monsieur Oumiobé de Casablanca, au Maroc, vous avez la parole là. Bonsoir Afrique Média, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux chers panélistes, bonsoir le monde. Je remercie à nouveau les médecins qui sont sur le plateau de continuer à nous fournir des informations très précieuses. Je ne sais pas si les Africains qui nous écoutent mesurent la portée de ce que vous faites. C'est tout simplement extraordinaire. Alors, je voudrais faire observer aux Africains qui nous écoutent que de tous les êtres vivants au monde, aussi bien les animaux que les végétaux, l'homme est le seul qui consomme des aliments cuits. Voyez-vous, d'abord, l'homme est le seul qui consomme des aliments synthétisés et des aliments qui ont subi des transformations chimiques. Et pourtant, l'homme n'est pas le seul, n'est pas l'être vivant qui souffre le moins de maladies. Vous voyez, quand on regarde tous les animaux, tous les végétaux, le nombre de maladies, le nombre de pathologies dont l'être humain est victime, c'est un chiffre astronomique. C'est énorme. Alors, on peut très bien comprendre ce qu'ils disent les médecins. C'est parce que c'est l'homme qui a essayé de tromper la nature en faisant ce que tous les autres êtres vivants ne font pas. Et c'est probablement la raison majeure pour laquelle l'homme souffre de toutes ces pathologies. Alors, pour faire simple, si nous, Africains, qui n'avons pas la technologie, l'agroalimentaire, enfin, nous ne sommes pas industrialisés et nous ne souhaitons même pas industrialiser notre alimentation parce que si nous sommes les premiers producteurs de cacao ou de café, tout le reste, sans industrialisation, je ne comprends pas pourquoi pour manger, nous devrons passer à l'usine. Je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. Les singes vivent en brousse sans industrialisation et ils sont très heureux.
Alors, donc, c'est ce que je voulais dire. Je pense que si nous nous concentrons sur l'agriculture traditionnelle et nous observons les conseils et les recommandations que nos praticiens nous indiquent, je pense que nous allons éradiquer un bon nombre de problèmes dont nous souffrons. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, M. Oumyobé de Casablanca, au Maroc. Il dit bien qu'on n'est pas nécessairement obligé, nécessairement vous permettez cette plérissologie, de s'agro-industrialiser pour pouvoir nourrir toute l'Afrique. Il a bien dit, les singes dans la forêt, ils sont nombreux, ils grandissent autant que les humains, mais n'ont pas eu besoin de s'industrialiser. Ils n'ont certainement pas atteint d'hémorroïdes. Monsieur professeur Emmanuel Liporte, on va courir, à petit trot peut-être. L'homosexualité peut engendrer l'hémorroïde et le thé, que dites-vous? Le thé chinois. L'homosexualité peut engendrer l'hémorroïde, ça bien évidemment. Il faut bien le reconnaître parce que ce n'est pas une partie du corps où il faut utiliser... Il faut introduire n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, alors ce qui est du thé, tout ce qui est importé, c'est bien, mais sachant que là où naît une plante, là où naît une nouvelle maladie, pousse une plante, disait Hippocrate. Ça veut dire que chaque région a ses maladies et ses plantes. Malheureusement, l'hémorroïde est une maladie d'importation qui se veut mondiale. Alors moi, j'aurais dû dire une autre chose, c'est que de tout ce qu'on disait, on n'a pas parlé de la respiration. On peut améliorer sa digestion en ayant une technique respiratoire appropriée. Et cette technique est d'abord celle qui va seule, ou celle qui accompagne l'alimentation. C'est-à-dire, pendant qu'on mange, on ne doit pas parler. On doit manger comme si on ruminait. Et pendant ce temps, on aspire, on remplit l'air dans ses poumons, et pendant qu'on avale, on expire. Ainsi de suite. Là, faites avec cette technique, pour ce qui est de la respiration, nous, le prochain rendez-vous, vous nous direz, votre constipation partira en partie. Pas totalement. Voilà, ça c'est ma contribution. Mais cette technique-là, peut-être c'est pour les jeunes non mariés, parce que si c'est les hommes mariés qui mangent en même temps que les femmes posent des questions, on finirait la constipation, on sortirait avec les problèmes dans les foyers. On peut utiliser cette technique en marchant en route. Pour ceux qui sont à pied. Alors vous faites, ceux qui sont à pied, oui. C'est une chance. Vous faites 10 pas en inspirant, 10 pas en expirant. Ainsi de suite. Vous sortez d'un repas, n'allez pas vous coucher directement. Par exemple, les repas du soir. Faites des petits tours, des petits enjambées autour de votre cour, si vous en avez une. Ou alors faites des abdominaux. En utilisant cette technique respiratoire, vous allez voir que avant de dormir, vous risquez, il y a des fortes chances que vous déféquez avant même d'aller au lit. Voilà. Ben merci pour le cas où il ne faut pas parler lorsqu'on mange. Vous permettrez que je fasse entorse à ce règlement. Non, il n'y a pas de quoi. C'est mieux pour tout le monde. Voilà. Madame n'aura pas de problème. Monsieur Péchi a parlé d'un traitement d'un mois. C'est l'efficacité prouvée, 10 ans d'expérience au Gabon. Monsieur Péchi, tous les téléspectateurs peuvent prendre votre numéro pour pouvoir sortir de l'enfer de l'hémorroïde. Docteur Aaron, de l'autre côté, merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir parlé de cette plante, la tisane des dieux, des vertus de l'avocat, qu'il faut consommer, je répète bien, en tisane pour pouvoir avoir toutes les possibilités de guérir. Professeur Emmanuel Liporte qui a triomphé ici par ses analyses un peu originales en parlant de chiens hémorroïdaires. Il peut faire un peu un pied de nez à l'Europe. Merci, M. Emmanuel Liporte. Je ferai les pas de respiration. Après cette émission, c'est promis, et je m'arrêterai à la maison pour manger et bavarder. J'espère qu'il n'y aura pas de chronicité dans ma constipation. À tous les téléspectateurs africains, merci d'avoir contribué à cette émission. Toute l'ingénierie, aux réalisateurs assis de l'autre côté, merci et bonne continuation. Au doigt d'or, Brigitte Zé, Astuce Plus. Merci des soins esthétiques, la qualité exceptionnelle que vous apportez au triomphe de nos visages pour réussir le continent africain. D'ici là, à votre santé. Au revoir.